Et c'est l'heure du Journal de l'Afrique. Soyez les bienvenus à la une. Ce soir, la consécration pour Abdulrazak Gurnah, le romancier d'origine tanzanienne et l'heureux lauréat du Nobel de littérature. L'Académie suédoise salue son œuvre centrée sur le colonialisme et le destin des réfugiés. En Guinée, le chef de la junte Mamadi Doumbouya nomme un nouveau Premier ministre. Il s'agit de Mohamed Beavogui. Il est chargé de mener à bien la transition. Âgé de 68 ans, c'est un expert du financement du développement. Et sa désignation, vous le verrez, semble plutôt bien accueillie dans le pays. Et puis le sommet Afrique-France s'ouvre ce vendredi à Montpellier. Emmanuel Macron rencontrera des acteurs de la société civile de plusieurs pays africains. Un sommet pour se reconnecter avec les nouvelles générations. Myriam Amelal est sur place. Mais d'abord, sa vie a été marquée par l'exil et il a été l'un des meilleurs à le raconter. Abdulrazak Gurnah s'est vu décerner le Nobel de littérature. Le romancier, né à Zanzibar, décrit avec empathie la vie de réfugiés dans ses ouvrages. Et il n'a pas manqué de réagir après l'attribution de son prix. Abdulrazak Gurnah, qui vit au Royaume-Uni, appelle l'Europe à modifier son regard sur les réfugiés d'Afrique et la crise migratoire. On l'écoute. Il y a une sorte de méchanceté, je trouve, qui est renvoyée à tous ceux qui viennent en Europe. Ce n'est pas comme s'ils venaient les mains vides, comme s'ils tendaient leur gamelle en disant « merci de la remplir ». Des gens utilisent l'expression « migrant économique », comme si être un migrant économique signifiait commettre un crime. Et pourquoi ne pas en être un ? Pendant des siècles, des millions d'Européens ont quitté leur maison pour les mêmes raisons et ont envahi le monde. Et si l'écrivain fuit Zanzibar à la fin des années 60, ses récits décrivent pour la plupart la vie en Afrique de l'Est. Le gouvernement tanzanien a salué la consécration d'Abdulrazak Gurnah, estimant qu'il s'agissait d'une victoire pour la Tanzanie et le continent africain. La correspondance de Bastien Renouille. Abdulrazak Gurnah a écrit 10 livres, des livres qui évoquent l'Afrique et la vie quotidienne en Afrique de l'Est, notamment sur la côte Swahili où il a grandi, dans l'archipel de Zanzibar. Le comité Nobel a décidé de le récompenser afin de mettre en avant son authenticité et l'absence de stéréotypes qu'on retrouve dans ses livres, contrairement à ce que l'on peut lire généralement sur l'Afrique de l'Est. Il donne à connaître une culture qui est largement méconnue de par le monde. L'œuvre d'Abdulrazak Gurnah évoque aussi la fuite, le refuge, l'exil, en écho avec la vie même de l'auteur qui a dû quitter l'archipel de Zanzibar l'année de ses 18 ans pour fuir la révolution qui secouait les îles Zanzibaris après l'indépendance, alors que les personnes d'origine arabe comme lui étaient principalement prises pour cible. Abdulrazak Gurnah se retrouve seul à Londres, il entame des études d'anglais et devient un professeur de littérature, un poste qu'il occupe jusqu'à sa retraite récemment, et en parallèle, il entame aussi une carrière d'écrivain. 10 livres qui sont globalement méconnus de par le monde, selon l'aveu même de son éditrice. Abdulrazak Gurnah méritait d'être plus connu, et ça y est, c'est chose faite aujourd'hui avec ce prix Nobel de littérature qui est, selon elle, amplement mérité et qui va permettre de lui attribuer une reconnaissance plus importante de par le monde. La Guinée a désormais un nouveau Premier ministre. Il s'agit de Mohamed Beavogui, un haut fonctionnaire international. Il a été choisi par la junte au pouvoir pour diriger le gouvernement de transition après le putsch du 5 septembre qui a renversé Alpha Condé. Notre correspondant Malik Diakité nous dresse le profil de Mohamed Beavogui. Âgé de 68 ans, le nouveau Premier ministre guinéen Mohamed Beavogui a été sous-secrétaire général des Nations Unies et directeur général de l'Agence africaine de renforcement des capacités en Afrique du Sud. Selon plusieurs observateurs, Beavogui est un diplomate chevronné en espérant en développement et sans appartenance connue à un parti politique guinéen. Sa nomination au poste de Premier ministre de la transition est bien accueillie au sein de la classe politique et de la société civile. Je crois que c'est un bon choix, puisqu'il est qualifié, il a une longue carrière à l'international
Je pense qu'avec le concours de tous, il va s'en sortir. Il ne sera pas seul, il sera avec l'ensemble du gouvernement, il sera avec le CNRD, il sera avec l'ensemble de la classe politique. Au-delà du critère de compétences dont il jouit aujourd'hui et aussi sa connaissance des dossiers internationaux, donc des questions de gouvernance et de développement, il jouit aujourd'hui d'un grand avantage qui se trouve être son impartialité quant au débat politique partisan qui a beaucoup fatigué le pays ces dernières années. Donc je pense que cette posture d'homme impartial sur les questions de débat politique partisan nous fera vraiment qu'il va être un bon chef de gouvernement. Mohamed Beavogui devrait proposer dans les jours à venir les membres de son équipe gouvernementale afin de mettre en application la charte de la transition. Une transition dont la durée n'est toujours pas déterminée. Il en est le principal accusé, mais Blaise Compaoré n'ira pas au procès de l'assassinat de Thomas Sankara. Les audiences débutent ce lundi à Ouagadougou. Les avocats français et burkinabés de l'ex-président dénoncent un procès politique organisé à son encontre. Ils ajoutent également que Blaise Compaoré bénéficie de l'immunité en tant qu'ancien chef de l'État. Le procès de l'assassinat de Thomas Sankara, père de la révolution burkinabé et icône panafricaine, tué lors d'un coup d'État en 87, suscite 34 ans après des espoirs de vérité et de justice. Le ton monte entre les Nations Unies et l'Éthiopie. Le secrétaire général de l'ONU s'en est vivement pris aux autorités sur l'expulsion récente de 7 responsables onusiens accusés d'ingérence. L'ONU exige d'Addis Abeba des documents écrits justifiant ces expulsions. Les explications de Laurent Berstecher. Face aux accusations de l'Éthiopie, Antonio Guterres ne mâche pas ses mots. Le secrétaire général de l'ONU a vivement critiqué mercredi l'expulsion de 7 responsables des Nations Unies par Addis Abeba et a exigé des preuves pour justifier cette décision. We believe Ethiopia is violating international law in doing so. If there is any written document provided by the Ethiopian government, I would like to receive a copy of that document. L'expulsion des responsables onusiens la semaine dernière pour ingérence dans des affaires d'État avait provoqué un tollé aux Nations Unies et poussé le Conseil de sécurité à convoquer une séance exceptionnelle mercredi. Présent à cette réunion, l'ambassadeur éthiopien a longuement justifié les expulsions, accusant les individus en question de rapprochement avec les rebelles du TPLF, sans pour autant fournir de preuves. The UN staff Ethiopia expelled sideline their oaths, the rules of professional conduct, and the principles of humanitarian assistance. We find it incomprehensible for this august body to discuss the decision of a sovereign state. Pour les Nations Unies, cette décision risquerait encore plus d'entraver l'acheminement d'aide humanitaire au Tigré, une région où des centaines de milliers de personnes se trouveraient actuellement au bord de la famine, selon le Programme alimentaire mondial. Les Nations Unies ont nommé un émissaire pour le Sahara occidental. Le poste était resté vacant depuis 2 ans. Staffan de Mistura aura donc la lourde tâche de relancer les discussions dans ce conflit qui oppose Rabat aux indépendantistes du Polisario soutenus par Alger. Les autorités algériennes ont d'ailleurs appelé ce jeudi au retrait des forces marocaines de la zone tampon de Guerguerat, et cela afin de faciliter le règlement du conflit. Il est toujours aux mains de ses ravisseurs. Le journaliste Olivier Dubois a été enlevé à Gao, au Mali, il y a 6 mois. Il serait détenu par les djihadistes du GSIM, affiliés à Al-Qaïda. La famille du journaliste dit n'avoir aucune nouvelle concernant sa situation et son état de santé. Ses proches ont décidé de lancer une campagne de soutien dans plusieurs villes de France. On écoute Canel Bernard, la sœur d'Olivier Dubois. Nous avons espoir. Olivier est un battant. Olivier n'est pas une tête de brûlé, il sait ce qu'il fait, il a été malheureusement victime de cela. Nous ferons tout, nous serons toujours à ses côtés, même s'il est à des milliers de kilomètres de nous, pour lui montrer que nous sommes là pour lui. Oui. Il était attendu depuis des années. Le premier vaccin contre le paludisme, l'OMS recommande son déploiement massif chez les enfants vivant en Afrique subsaharienne. Une annonce qui suscite beaucoup d'espoir sur le continent et plus particulièrement en République démocratique du Congo, où le paludisme reste la première cause de mortalité. Les précisions de notre correspondant Clément Bonneroux.
La République démocratique du Congo est le deuxième pays le plus touché par le paludisme dans le monde après le Nigeria. Il concentre à lui seul 11% des cas mondiaux, soit en moyenne 20 millions de cas chaque année, dont 18 000 décès en 2020. L'approbation par l'OMS d'un vaccin suscite donc beaucoup d'espoir, et ce, pour deux raisons. La première, c'est que le vaccin permettrait d'augmenter la couverture en matière de prévention. Aujourd'hui, cette prévention se fait essentiellement par la distribution de moustiquaires imprégnés. Mais les traitements préventifs intermittents saisonniers, très utilisés dans la région du Sahel, n'ont jamais pu être déployés en RDC. La raison, c'est que la durée du traitement est de 4 mois maximum, alors que la saison des pluies, qui est la saison de haute transmission du paludisme, dure ici 8 mois. Le deuxième avantage du vaccin dans un pays comme la RDC, grand comme 4 fois la France, c'est qu'il pourra s'intégrer dans les programmes vaccinaux déjà existants. Il ne nécessitera donc pas une organisation logistique supplémentaire. La distribution de moustiquaires, en revanche, demande une énorme organisation en termes non seulement de recensement, mais aussi de distribution et de sensibilisation des populations. Le seul défi à relever finalement pour les autorités congolaises, si elles décident de déployer ce vaccin contre la malaria, sera de convaincre les Congolais eux-mêmes. On l'a vu avec le vaccin contre la Covid-19, beaucoup de Congolais sont hésitants à se faire vacciner. Rompre avec la France-Afrique, refonder les relations avec les pays du continent. Tels sont les objectifs du sommet Afrique-France qui s'ouvre vendredi à Montpellier avec un format assez inédit. À l'exception d'Emmanuel Macron, aucun chef d'État n'a été convié. Les rencontres se feront avec des acteurs de la société civile, comme nous l'explique notre envoyée spéciale Myriam Amelal. C'est un sommet que le chef de l'État veut inscrire dans la rupture de la France-Afrique. Il n'y aura donc pas de dirigeants ni de chefs d'État africains, parfois contestés dans leur propre pays, mais uniquement des jeunes, une nouvelle génération issue de la diaspora africaine en France, mais aussi venus du continent pour se rencontrer, pour partager leur expérience, mais aussi pour rencontrer le chef de l'État. Emmanuel Macron, qui arrive ce vendredi en fin de matinée, doit assister à une plénière et échanger avec 11 de ces jeunes. Et les thèmes abordés seront nombreux, celui de la culture, de l'entrepreneuriat, mais aussi celui de la démocratie et de la bonne gouvernance. Un thème qui sera également au menu du contre-sommet, parce qu'il y a un contre-sommet pour dénoncer la continuité de la France-Afrique sous une autre forme. C'est dire si le passé est encore bien présent et que la page sera difficile à tourner. Et les équipes de France 24 sont sur place pour vous faire vivre ce vendredi ce sommet Afrique-France. Elle a décidé de lancer son entreprise en Afrique du Sud. Léonore, une Lilloise débarquée un jour au Cap. Elle n'en est jamais repartie. Elle a tout lâché pour se lancer dans les confitures en Afrique du Sud. Notre correspondante Caroline Dumais nous raconte son parcours. Elle a débarqué un jour au Cap et elle n'est plus jamais repartie. Léonore est lilloise, elle avait une carrière dans le marketing, mais elle a tout lâché pour se lancer dans les confitures. Ce lundi, elle apporte 150 kilos de fruits pour attaquer la haute saison. On a tout, des fruits les plus exotiques, comme justement le fruit de la passion et les mangues, et puis tous les fruits un peu plus continentaux, comme les fraises, effectivement les cerises. Là, on est en plein dans les citrus. Donc on est très riche en fait en fruits ici. Mangue à la passion, orange au gingembre ou figue à la lavande, les recettes lui viennent de sa grand-mère. Elle produit plus d'une centaine de pots par jour. Elle affiche son savoir-faire français, mais elle aime que son pays d'adoption ait finalement très peu de liens historiques avec la France. J'ai choisi l'Afrique du Sud malgré le fait que ce soit un pays anglophone. J'ai eu l'impression que c'était une page blanche où d'être français dans un pays africain ne vient pas avec son bagage de connotation. Donc j'étais contente d'être une Française dans un pays anglo-saxon en Afrique. La ville du Cap regorge d'opportunités pour les artisans. Tous les week-ends, Léonore fait ce marché, classé par les médias britanniques comme l'un des 15 plus beaux marchés au monde. Et de magnifiques vitrines pour de jeunes entrepreneurs. Et donc c'est grâce à ma position ici que justement je me suis mise à vendre dans les plus beaux hôtels du Cap et à vendre dans les très belles épiceries. Beaucoup de clients sont français, car la communauté est très solidaire de ces chefs d'entreprise qui viennent tenter leur chance. Tu les mets dans la poussette, Alba? Tu les mets dans la poussette? On est tellement loin, à 10 000 km, que c'est vrai que les business locaux, on fait ce qu'on peut pour les soutenir. Un peu plus loin, un Breton prépare des crêpes. Il vit ici depuis plus de 15 ans et pense que le pays attire de plus en plus de jeunes. De venir apprendre l'anglais au soleil, moins cher que d'aller à Londres.
je pense que c'est attractif pour les étudiants. Léonore entame sa 4e année avec un chiffre d'affaires qui double tous les ans. Passionnée par son travail, amoureuse de la ville du Cap, elle a fini par poser ses valises. Et c'est la fin du Journal de l'Afrique. Merci de votre fidélité. Je vous propose de nous quitter sur les mots d'Abdulrazak Gourna, lauréat du prix Nobel de littérature. Voici un extrait de l'une de ses nouvelles. Belle soirée sur France 24. I came by air. It may sound odd to say that. What other way then? Some people walked, many drowned. They were desperate. I wasn't desperate, but I was very frightened because I had made some people very angry with me. My crime was to tell the girls who attended my Sunday school that they should not agree to be circumcised.